Bonjour les enfants. Ça fait longtemps, non? Ça fait quoi? Bon, pour me faire pardonner, je vous propose de répondre à une question que vous êtes jamais posée. Comme par exemple... d'où vient l'expression « fort Chabrol » Ah, vous êtes jamais posé cette question-là. Fort Chabrol. Vous vous dites probablement que vous n'avez jamais entendu cette expression. Mais en réalité, Fort Chabrol est une expression qu'on rencontre assez souvent, surtout à la télé ou dans les journaux, et auquel on ne prête pas spécialement attention. On parle d'un Fort Chabrol lorsque quelqu'un se retranche dans un endroit et qu'il est entouré par les forces de l'ordre, comme par exemple au JT lors d'une prise d'otage. Mais pourquoi appeler cette situation bien précise un Fort Chabrol? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Titre ce Fort Chabrol à Bellaneuve, ce jeudi en milieu de matinée. Nous sommes en 1899, dans le Paris de la Belle Époque, et voici Jules Guérin. Jules est un journaliste espagnol, et il possède une grosse moustache. Mais ne vous laissez pas voir par ce petit sourire et ses yeux blasés, car comme beaucoup de gens à l'époque, Jules est antisémite. Ah, la Belle Époque. Ce qui veut dire qu'il n'aime guère les juifs. Il les aime même tellement pas qu'il a décidé de créer un journal antisémite qu'il a appelé l'Anti-Juif. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo quand tu achètes le journal, tu es sûr de ce qu'il y a dedans. À savoir, de la bonne haine et 2-3 articles complotistes. Ce qui fait bien entendu toujours plaisir à lire. Mais ce n'est pas assez pour lui, alors il décide de faire partie d'une ligue antisémitique et antimaçonnique, de se balader avec un gang armé de bâtons pour tabasser tous les gens pas d'accord avec lui, dont la police, et il sera très actif lors de l'affaire Dreyfus, dont je ne vais pas spécialement parler ici, mais je vous conseille cette vidéo de carambolage qui la résume fort bien, si vous voulez en savoir plus. En gros, pour cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'affaire Dreyfus a créé une grosse scission en France, et rend le climat politique particulièrement tendax. La presse annonce qu'un coup d'état des anti-Dreyfusards dont fait partie notre bon Jules est à venir, ce qui donne pas mal les miquettes au gouvernement de l'époque. Mais malgré notre personnage des plus violents, les problèmes ne vont pas venir de lui, mais de l'un de ses anciens amis, Paul Déroulède. Le 7 février 1899, le président français de l'époque, Félix Faure, meurt de manière bien naze, qui, pour ne pas horrifier les jeunes oreilles qui nous écoutent, sera résumé par emoji aubergine, emoji bouche, emoji crise cardiaque, emoji décès. Et ce n'est même pas une blague. Lors du défilé de l'enterrement du président français, Paul Déroulède, l'ancien ami de Guérin donc, s'est dit « Ouh, c'est le moment de faire un coup d'état les amis !» Alors il a pris la bride du cheval du général Roget qui passait à ce moment-là, et il essaye de le convaincre de marcher sur l'Élysée avec ses troupes et de renverser le gouvernement. Ce à quoi Roget lui répond « Non merci, soldats, arrêtez-le ». Et même si c'est le coup d'état le plus nul que la France n'ait jamais connu, le gouvernement est bien stressé à l'idée qu'un coup d'état mieux préparé éclate, et ils en profitent pour mettre un mandat d'arrêt sur tous les gens associés de près ou de loin à Déroulède, et qui pourraient faire partie d'un tel coup. Et voilà que notre bon ami antisémite se retrouve avec un mandat d'arrêt. De toutes les crasses que Jules a pu faire, voilà qu'il se fait arrêter pour un truc qu'il n'a même pas fait. Et ça ne lui va pas du tout. Alors il s'enferme bien armé avec une douzaine d'amis et 400 litres de vin dans le bâtiment dans lequel il édite son journal, bâtiment qui est situé dans le 10e arrondissement, numéro 51, rue de Chabrol. Et la police décide étonnamment de ne pas donner l'assaut, et de faire le siège pour les forcer à sortir. Le siège promet de durer longtemps et devient très vite un événement mondain que l'on vient d'observer en famille. Et honnêtement, les gens à l'époque devaient bien s'emmerder, parce que la scène se résumait à une maison et une dizaine de policiers devant. Ouais, rien de bien ouf, quoi. Néanmoins, le siège attire tellement de monde que des vendeurs ambulants s'installent à côté, et les journaux de Paris trouvent chaque matin une petite info à mettre sur le siège. La police, qui avait à l'époque l'habitude de charger à cheval sabre au clair les manifestants et à tirer sur les piquets de grève, la Belle Époque, passe ici pour des gros mous. Guérin, quant à lui, est confiant. Même si lui et ses hommes commencent à être fatigués de rester enfermés, ils sont loin de se rendre. Pour régler les problèmes de nourriture, ils ont percé un grand trou dans la cave qui est relié à la maison des voisins. Mais le fait de rester enfermé à longueur de journée avec comme seule distraction 400 litres de vin et avec un public devant sa maison, le pousse à faire des trucs un peu caqués.
Un jour, probablement bien imbibé, il s'est dit qu'il allait faire le malin en lançant des carapaces de langoustes sur la police. Ouais, c'est très con, ouais. Ce que j'aimerais surtout savoir, c'est comment est-ce qu'ils ont trouvé cette merveilleuse idée. J'imagine bien Guérin manger ses langoustes, puis à un moment il s'illumine et commence à lui parler de façon anneau unique. Lance-moi sur les keufs, Nya. 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 Bien entendu, devant un tel étalage de bouffe, les policiers comprennent rapidement qu'il y a un problème. Ils mènent des fouilles et finissent par trouver le trou dans la cave, qu'ils rebouchent. Rendant dès lors la situation très compliquée pour Guérin. Le siège va encore durer plusieurs semaines, durant lesquelles vont se passer plein d'événements rocambolesques dont je n'aurai pas spécialement le temps de parler ici, comme par exemple des mouvements de foule, des courses-poursuites sur les toits de Paris, des lancers de montgolfières, des batailles de briques avec la police, des voisins qui proposent de gazer la maison, et j'en passe. Jusqu'au jour où Guérin, probablement fatigué et en sous-nutrition, a une nouvelle idée fumante. Tirer sur la police. Et vu qu'il était probablement torché au rouge, il ne touche personne. Mais pour la préfecture de Paris, c'est la goutte de trop. Elle se dit que la déconnade a peut-être assez duré, et qu'il est temps de mettre fin à ce cirque. Et pour ça, elle voit les choses en grand. Des pompiers sont amenés avec 100 policiers, un régiment de ligne, 2 escadrons à cheval, le génie militaire prêt à creuser des trous dans les murs, 2 hélicoptères Apache et une frappe napalm. Bon, j'avoue, je déconne un peu, il n'y avait pas de pompiers. Mais la préfecture avait quand même ramené un sacré paquet de monde. Et enfin, devant un tel déploiement militaire, les portes du 51 rue de Chabrol s'ouvrent. Guérin et ses hommes acceptent de se rendre sans combattre. Le siège aura duré 38 jours et en plein Paris, alimentant chaque jour la presse d'une petite histoire ou d'une petite moquerie, autant pour Guérin que pour la police. Elle qualifiera ce siège de Fort Guignol ou de Fort Chabrol, l'expression restant dans la langue française. Ironiquement, de toutes les personnes arrêtées par la police après le coup d'état raté de Déroudel, seuls Guérin et ses hommes seront condamnés. Déroudel lui-même, l'instigateur du coup d'état, sera relâché grâce à un jury acquis à sa cause. Un siège qui n'aura donc pas été très utile, mais qui aura quand même la décence de laisser une expression à la langue française. Ce qui est quand même un peu stylé. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, ne profitez pas de savoir d'où vient l'expression Fort Chabrol pour en réaliser un vous-même, et je vous dis à la prochaine.